les écrans à 22h et du coup à 23h on n'était toujours pas couché le temps qu'on se mette au lit et tout. Donc là on se met au lit plus tôt, on bouquine et je trouve qu'on s'endort plus tôt que prévu du coup. Donc c'est pas mal et en plus on lit et on lit tous les deux donc ça motive. Et j'ai essayé beaucoup de profiter aussi de mes vacances, de mes congés pour bouquiner parce que très honnêtement en temps normal j'ai quand même beaucoup de mal à bouquiner, même le soir je suis souvent fatiguée. Je préfère écouter par exemple de l'ASMR avant de m'endormir que de lire la plupart du temps quand même. Mais en vacances, je peux lire très vite en fait quand j'ai une journée avec beaucoup de temps. Je peux passer la journée à lire, donc ça fait que je peux lire pas mal finalement. Donc là par exemple pendant les dernières grandes vacances d'été j'ai bouquiné beaucoup parce que j'avais du temps, donc ça me permet de faire pas mal de lectures dans l'année en comptant le tout. Voilà, après pour certaines personnes ça va peut-être être beaucoup ce que j'ai lu dans l'année, pour d'autres ça va être très peu. Le but ici n'est pas de se juger entre nous, il n'y a pas de compétition à avoir, chacun fait à son rythme. Pendant de très longues et nombreuses années je ne lisais pas du tout. Les seuls trucs que j'arrivais à lire c'était les BD, les mangas, c'est tout. Mais il fallait vraiment qu'il y ait des illustrations, sinon j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Là je m'y remets un peu, mais c'est vraiment que des lectures que j'adore. Dès que j'aime pas un bouquin, je me force, on va dire, un chapitre ou deux et après j'arrête, je m'oblige plus à lire les bouquins en entier avec lesquels, ceux que j'aime pas en tout cas, j'arrête assez vite, je me force plus à les lire. Et donc je lis que des trucs que j'aime bien, donc ça passe mieux. Et je fais en fonction de mon rythme en fait. Si j'arrive pas à lire, c'est pas grave. S'il y a des périodes où j'ai envie de lire et que j'ai le temps de lire, et je le fais et voilà. Donc je ferme la parenthèse de l'introduction, mais n'hésite pas à me dire, toi de ton côté, quel est ton rapport à la lecture, combien de livres tu lis à peu près dans une année, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup, comment tu juges ça aussi, est-ce qu'il y a des gens qui lisent beaucoup et qui trouvent qu'ils lisent pas beaucoup, d'autres qui lisent très peu et en fait ça leur convient. Donc voilà, explique-moi un petit peu ton rapport avec la lecture, ça m'intéresse beaucoup. Quel type de lecture tu lis plus facilement aussi, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc on va commencer par te montrer ma pile du coup de livres de cette année. Donc là voici, donc sachant que je triche un peu parce qu'il y a des romans ou des BD qui sont très gros. Donc voilà, El Famoso pile. C'est très lourd, du coup je vais les reposer assez vite. Je vais commencer par les petits et je triche un peu parce que, regarde, il y a encore mon marque-page qui est une pince à épiler d'ailleurs. Qui est une lime à ongles d'ailleurs. Je l'ai pas encore terminé. La vérité c'est que émotionnellement ça m'a pris et du coup c'était trop intense et c'est l'avantage d'un livre, ce que tu peux pas faire dans la vraie vie d'ailleurs malheureusement, mais il y a des passages qui me, comment on appelle ça, qui me bousculent beaucoup émotionnellement, qui me remuent, c'est le mot que je cherchais, qui me remue un peu trop. Et l'avantage du bouquin c'est que du coup quand c'est un peu trop intense à mon goût, je peux le refermer, digérer tranquillement et je le reprendrai quand j'aurai la tête à ça. Mais je l'ai assez lu parce que je suis quasiment à la fin pour te dire que je l'ai adoré ce livre. Alors ça va peut-être être contradictoire avec ma dernière FAQ parce que je t'ai dit que je lisais jamais de livres fictifs, donc de fiction, etc. Et bien pourtant j'ai lu un livre de fiction cette année et c'est celui-ci. Et alors j'ai oublié de le préciser dans la FAQ, mais c'est vrai que les seuls
sais pas, c'était l'été je crois, j'avais envie d'un truc un peu léger, donc je me suis dit pourquoi pas lire ce bouquin. Le résumé avait l'air pas trop mal. Et ben en fait je l'ai adoré, genre vraiment pour un livre adolescent, il est super. Et du coup s'il y a des personnes là qui m'écoutent qui veulent faire des idées de cadeaux de livres à des jeunes adolescents ou adolescentes, et ben franchement ce bouquin là, je vous le recommande, je vous le conseille parce que il est vraiment très bien, il est très très bien écrit, vraiment. Donc c'est Qui es-tu Alaska. Qui es-tu Alaska. D'ailleurs je vais pas mentir, avant de lire le titre là, j'étais persuadée que c'était Où es-tu Alaska. Et franchement Où es-tu Alaska ça marchait beaucoup mieux par rapport à l'histoire. J'avais pas lu le bon titre. Là je viens de le découvrir en te le lisant. J'étais sûre que c'était Où es-tu Alaska. Bon bref, du coup c'est Qui es-tu Alaska, mais ça aurait été mieux Où es-tu Alaska, je trouve. Et ça a été écrit par John Green. Donc Qui es-tu Alaska. Mills Elter a 16 ans mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expérience, il quitte le cocon familial pour le campus universitaire. Ce sera le lieu de tous les possibles, de toutes les premières fois, et de sa rencontre avec Alaska, la troublante, l'insaisissable Alaska Young, insoumise et fascinante. Amitié forte, amour, transgression, quête de sens, un roman qui fait rire et fondre en larmes l'instant d'après. Et après une petite note de John Green, le défi en écrivant Qui es-tu Alaska était de comprendre qu'un roman est là pour révéler la vérité sans se préoccuper des faits. Car pour citer William Faulkner, c'est la vérité qui m'intéresse, pas les faits. Et une critique de Je bouquine. On aime. Ce roman séduira tous les amateurs d'émotions fortes et d'histoires sans phare. Et donc moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'était déjà il se lit très bien parce que je trouve que l'auteur écrit vraiment bien. C'est pas des grandes phrases compliquées, mais c'est pas pauvre non plus en termes d'écriture, c'est-à-dire que il rentre profondément dans le cœur des personnages, dans leurs sentiments, dans leur personnalité. Les personnalités des personnages sont très très approfondies, ils ont beaucoup de relief, de complexité. C'est vraiment très humain et c'est même dur, franchement j'admirais la façon dont il arrivait à dépeindre aussi précisément des personnages au point où moi j'avais l'impression de les connaître, ces personnages, de vraiment les connaître dans la vraie vie. Et ça en fait t'oublies vraiment la dimension personnage parce que ça pourrait vraiment être des vraies personnes réelles qu'il décrit. Donc très très bien écrit, surtout pour un roman jeunesse, c'est vraiment pas si simpliste que ça. En plus il y a des grandes réflexions philosophiques sur la vie qui m'intéressent beaucoup. Le personnage principal en question, il est fasciné par les dernières paroles, les dernières citations des personnes avant de mourir. Et donc il connaît sur le bout des doigts les dernières phrases qu'on prononce des personnes célèbres. Et du coup ça questionne tout le rapport à la mort, à la vie aussi. Du coup ça parle de thématiques vraiment intéressantes, je trouve, pour un roman adolescent. C'est vraiment assez profond finalement. Et l'histoire d'amour est finalement moins présente que tout ce qui est relation amicale, et ça m'a plu parce que c'est original et je préfère cet angle là finalement dans le roman, même si il y a des histoires d'amour, mais même dans ces histoires d'amour là c'est plutôt d'amitié dont on parle que d'amour, donc ça m'a plu. C'est avant tout des amitiés.
moi ça m'a beaucoup aussi amené de la nostalgie par rapport à mes années étudiantes. Ça m'a notamment beaucoup ramené au lycée quand j'étais à l'internat, parce que du coup l'auteur, non, le personnage principal, Miles, eh bien Miles va à l'internat pour la première fois, et donc toute la vie de l'internat, des cours, de l'ambiance, des relations qu'il se fait là-bas, et de toutes les petites folies et aussi de toutes les bêtises. En fait, ça m'a vraiment ému. Ça m'a vraiment premier degré très ému. Et ça m'a vraiment rappelé de très bons souvenirs. Donc ça m'a rendu très nostalgique. C'est pour ça que je l'ai autant apprécié. Donc voilà, je te recommande. Ensuite, livre plus politique. C'est le célèbre livre de Virginie Despentes, King Kong Theory. Donc il est assez court, il se lit vraiment vite. Et en fait ce qu'on s'est fait, c'est qu'avec mon partenaire cet été, parce que c'est cet été qu'on les a lus, on s'est acheté tous les... Alors pas tous, mais ceux qu'on a trouvés, on a acheté tous ces livres en fait. Et au final, il y avait quoi d'autre comme livre? Il y avait... je sais plus le titre des autres livres qu'on a pris, mais... les autres c'était de la fiction. C'était de la fiction, donc pour le coup les autres j'ai pas accroché. De la fiction adulte, ça m'a pas plu. Par contre, celui-ci c'est un essai, hein. C'est un essai féministe politique, donc lui je l'ai trouvé intéressant. Je pense que c'est un bon classique à lire. Cela dit, peut-être que je suis trop avancée sur le sujet, je sais pas, mais il a pas si bien vieilli que ça, c'est-à-dire que je pense qu'il était hyper révolutionnaire et hyper novateur au moment où il est sorti. Mais à l'époque d'aujourd'hui, enfin même si c'est de très bons rappels, hein, mais à l'époque d'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui me semblent être une évidence. Tu vas me dire tant mieux, hein. Tant mieux, c'est signe qu'il y a eu du progrès. Mais du coup j'ai eu un peu une sensation de oui, il a un peu mal vieilli. Mais franchement il est quand même très cool. Il a été publié quand 2000, je comprends pas trop, il y a écrit dépôt légal, première publication octobre 2007 et édition 48 mars 2004. Bon, donc entre 2004 et 2007 visiblement. Je comprends pas trop la date exacte de sortie, je sais pas s'il y a écrit plus clairement ailleurs. Ouais, là ils mettent 2006, donc on va dire 2006. Et donc voilà, en fait c'est un bon livre et c'est féministe. Après voilà, Virginie Despentes c'est vraiment tout un personnage, donc je pense que c'est pas le livre, enfin il est très novateur, mais je pense pas que c'est le plus accessible pour ouais, comment dire, disons qu'elle a une personnalité qui peut pas plaire à tout le monde et c'est très bien comme ça, mais du coup dans l'écriture ça se ressent beaucoup aussi. Elle est très brute, décoffrage, très cash, donc moi ça m'a fait rire parce que je trouvais ça marrant, sa façon très très spontanée, naturelle, et d'ailleurs elle le dit, c'est très lié à son milieu social, sa façon de parler, etc. Mais du coup ça c'est enfin, moi j'ai beaucoup aimé du coup, mais peut-être que d'autres personnes n'adhéreraient pas trop à la lecture, je pense. C'est pas un livre pour faire plaisir à tout le monde.
ça vieillit bien. Ça vieillit très très bien et c'est ce qui l'a rendu aussi connu, je pense. Et du coup, heureusement qu'il y a sa patte. Il y a sa patte d'écrivaine. Sinon, ce serait devenu un livre un peu banal et qui en plus aurait peut-être mal vieilli sur le fond. Mais heureusement, du coup, avec sa personnalité qui ressort, ça le rend encore très chouette à lire. Donc je vais juste lire le résumé de ce King Kong Théorie. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les impaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là, pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Et oui, elle a le parti pris aussi de partir de son point de vue, de son histoire. Donc c'est assez personnel comme récit, assez intime. Ça aussi j'ai bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup d'essais féministes, c'est des faits très généralistes, etc. Appuyés sur des chiffres, etc. Là c'est très sur le vécu, le ressenti. Donc ça c'est chouette. Enfin moi j'aime bien le côté intime et presque autobiographique de son roman. Mais c'est peut-être aussi ce qui le rend moins universitaire, moins scientifique du coup. Allez, j'essaie d'avancer parce que je vais lentement. Bon, encore un livre féministe. Tu vas me dire, décidément, j'en ai lu cette année. Oui. Donc un super livre qui s'appelle Communion aimée en féministe de l'autrice Bell Hooks. Livre hyper important, vraiment hyper important. Donc Bell Hooks, c'est une autrice noire qui va écrire à propos de l'amour, notamment dans les couples hétérosexuels. Et donc c'est très chouette parce que déjà son livre, il y a beaucoup de livres connus qui sont du féminisme blanc, donc écrit beaucoup par des femmes blanches et plutôt aisées. En tout cas c'est les autrices qui ont le plus de visibilité sur le marché du bouquin féministe. Et donc déjà c'est très chouette d'avoir la parole et le vécu d'une femme noire sur ce sujet du féminisme. Donc ça déjà c'est vraiment chouette. Et du coup elle parle aussi de la dimension de ce que c'est qu'être une femme noire. Et d'être une femme noire dans un couple hétérosexuel. Donc ça c'est un apport très important du bouquin. Et c'est vraiment une ode à l'amour, c'est-à-dire que Bell Hooks, elle est vraiment fascinée par l'amour, c'est une amoureuse de l'amour. Et elle veut vraiment croire et nous dire que le bonheur en amour est possible. Et notamment quand on est une féministe. Donc c'est un livre beaucoup plus optimiste que par exemple les bouquins de Virginie Despentes. Où pour Virginie Despentes, sa position c'est vrai que elle semble dire c'est impossible d'être une féministe accomplie sans être lesbienne, sans être avec une autre femme. Là où Bell Hooks c'est beaucoup plus nuancé. Et comme j'aime la diversité des opinions au sein des
ça m'intéresse beaucoup. Souvent quand on n'est pas sensible à des thématiques, par exemple féministes, on voit les féministes dans un même gros sac. En fait, pas du tout. On est vraiment dans le gros sac des personnes qui se battent pour l'égalité homme-femme. Parce que c'est ça la définition du féminisme, hein, je le rappelle. Et bien, dans ce gros sac-là, on a beaucoup de désaccords en fait entre nous. Et autant de personnalités, de vécu qu'il y a dans ces mouvements-là, parce que ça rassemble beaucoup de personnes différentes les unes des autres. Tout le monde n'a pas le même avis. Et c'est vraiment chouette. Heureusement que tout le monde n'a pas le même avis. Donc elle, dans son bouquin, elle va vraiment défendre l'amour et nous dire un petit peu comment on peut atteindre cet amour-là en couple. Je suis pas sûre que c'est le résumé le meilleur de son livre, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai reçu, ce bouquin. Voilà. Il y a aussi j'oublie de le dire, mais en fait ça coule de source vu le titre, mais communion. Voilà, Bell Hooks aussi, elle est croyante, donc il y a le lien à la religion aussi, qui est peu évoqué dans des livres classiques de féministes qui sont pour la plupart athées ou agnostiques. Et c'est assez rare, les féministes aussi écrits par des croyantes. Donc cet apport-là, où elle va aussi parler de l'amour, mais au sens religieux du terme par rapport à Dieu, c'est intéressant. Enfin, moi ça m'a beaucoup intéressé personnellement. Donc voilà. Donc pour ça, il pose vraiment... ce livre ouvre des réflexions qui ont été peu abordées dans les mouvements féministes. Et pour ça, il est vraiment à lire. Donc le patriarcat a toujours associé l'amour à une affaire de femmes. Vulgaire besogne indigne d'intérêt. Il n'a prêté aucune importance au fait que les femmes étaient en train d'échouer. Il n'a prêté aucune importance au fait que les femmes étaient en train d'échouer dans leur apprentissage de l'amour, car les hommes sexistes ont été les premiers à vouloir substituer à l'amour le soin de l'autre, au respect, la soumission. Nous n'avions pas besoin d'un mouvement féministe pour nous apprendre que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de se soucier des relations avec autrui, des liens qui nous unissent et du collectif. Le patriarcat nous forme à ce rôle, mais nous avons besoin d'un mouvement féministe pour nous rappeler infatigablement que l'amour n'a pas sa place dans un contexte de domination et que l'amour que nous cherchons demeurera introuvable tant que nous ne serons pas libérés de nos chaînes. Ça, c'est un apport très cool aussi que j'ai oublié de te mentionner, mais elle lit vraiment beaucoup l'amour à la liberté. Étant deux concepts très importants mais qui sont souvent dissociés, le fait qu'elle ramène de la politique au sein du foyer du couple, c'est un de ses grands apports, je trouve, à ce livre. Communion rend compte de ce combat pour connaître l'amour, là où All About Love était une discussion d'ordre général sur le sens et la pratique de l'amour dans nos vies. Communion s'intéresse plus spécifiquement au rapport des femmes à l'amour. Analysant sa propre quête de l'amour véritable, Bell Hooks, intime et visionnaire, observe comment la vie des femmes a été chamboulée en profondeur par les avancées du mouvement féministe, sans qu'il soit certain que les libertés nouvellement acquises aient changé la nature de nos relations amoureuses. Ouais, c'est vrai que je me rappelle aussi de cet apport-là. Donc en fait, elle parle beaucoup du fait que politiquement, dans plein de domaines, les mouvements féministes ont changé des choses concrètement dans la société, dans l'accès au travail, dans le fait d'avoir des comptes bancaires, dans plein de domaines différents. Mais par contre, le domaine intime, dans la sphère privée des relations sociales, familiales, amoureuses, et ben là c'était très en retard. Et que le féminisme a beaucoup plus de mal à rentrer dans la sphère intime. Ça c'est vrai, c'est très juste. Les témoignages de sagesse des femmes au mi-temps de leur vie, des
découvrant que le secret de notre quête amoureuse est d'abord à trouver dans l'amour de soi, nous lance à toutes, mères, filles, sœurs, amies et amantes de toutes les générations, le défi de redonner à l'amour la noble et juste place qui lui revient. Voilà. Et donc le Time Out de New York nous dit convaincant, libérateur, à la fois histoire et manifeste féministe, confession personnelle, ouvrage d'inspiration New Age et ode à l'amour authentique. On en sort avec la vision exaltante d'un monde dans lequel le pouvoir de l'amour peut supplanter l'amour du pouvoir. En fait, elle est vraiment là-dessus, Bellux, vraiment. Elle croit au pouvoir de l'amour. Et par contre, elle nous dit que voilà, pouvoir et amour ne font vraiment pas bon ménage. Et critique aussi de Maya Angelou, quand Bellux, écrivaine exacte et tisseuse de vérité, nous fait le cadeau d'un nouveau livre. J'aime être à la première lieu. Pardon, j'arrive plus à parler. J'aime être à la première heure devant la porte des librairies. Donc voilà, après juste une critique sur la forme. C'est pareil, en fait ça se veut très universitaire et structuré, mais en fait ça ne l'est pas tant. Et ça m'a un peu perturbée, j'aurais presque préféré qu'il soit écrit de façon aussi spontanée que celui de Virginie Despentes, parce que en fait là elle nous fait il y a un sommaire, une trame très très bien répartie. Genre, je vais te montrer le sommaire, vraiment il y a plein de parties, tu as 16 parties avec des titres très différents les uns des autres, et du coup tu t'attends à un truc très structuré et en fait c'est très mélangé. C'est-à-dire que des fois par exemple elle nous parle de l'amour et en lien avec l'âge, donc l'amour selon l'âge qu'ont les femmes, les hommes, etc. Donc le lien avec l'âge qui est très intéressant comme thématique, sauf que elle est censée n'en parler que dans le 1 et après on est censé passer à d'autres thématiques, sauf qu'en fait des fois par exemple au chapitre 6 elle va reparler du lien avec l'âge et du coup c'est un peu confus et un peu mélangé pour moi, et du coup ça se répète un peu par moments, c'est-à-dire que c'était un peu redondant certains moments, j'avais l'impression de l'avoir déjà lu et en plus j'avais l'impression que c'était mal rangé, donc ça c'était mon côté un peu stressé par l'organisation du bouquin. Et c'est pareil, c'est plutôt basé sur son histoire, ses ressentis, ses vécus, plutôt que sur des trucs très scientifiques. C'est assez c'est plus personnel et intime comme vision des choses, mais en même temps elle parle de l'amour, donc ça me paraît assez logique. Tu peux pas avoir de données chiffrées sur l'amour, enfin c'est beaucoup plus compliqué, donc le sujet c'est logique aussi. Mais par exemple je pense à Mona Chollet. Mona Chollet, pour le coup, le livre est plus universitaire et plus basé sur des données, donc c'est peut-être un peu plus voilà, il est plus froid celui de Mona Chollet que j'avais déjà lu. C'était réinventer l'amour, je crois, donc c'était aussi sur le thème de l'amour, c'est pour ça que je fais le parallèle. Celui-ci c'est beaucoup plus du vécu, de l'histoire, du ressenti, ses espoirs aussi, ses souhaits. C'est un peu une recette faite maison par Bellux. C'est vraiment sa recette, j'allais dire sa recette du bonheur, mais sa recette de l'amour en fait. Et du coup c'est très personnel, mais ça rend le livre très fort aussi, je trouve. Très inspirant finalement. Bon, on poursuit la vidéo livre et désolé pour le bruit des voisins. Je sais pas pourquoi des fois on dirait qu'ils se mettent à déménager. Je me suis apporté une petite infusion car j'avais la gorge sèche. En fait on se rend pas compte, mais de chuchoter ça fatigue vachement les cordes vocales, et quand tu filmes plusieurs vidéos à la suite, ce qui est mon cas, et ben ça me fait
il passe l'aspirateur, mais ça fait un gros boucan. Bref, on va continuer, désolé pour le bruit, avec les romans graphiques. Donc tout ce qui est BD, etc. Donc ça, c'est un livre qui m'a été offert gentiment par mon partenaire à Noël. Et c'est le livre 10 et ordinaire parce que tout le monde n'est pas Einstein. Et le livre a été écrit par Athanaïs Fondrevel aux éditions Lapin. J'avais jamais vu le nom de cette édition. Et apparemment le livre a été, c'est un projet qui a été soutenu par la Fondation de France. Donc c'est un livre qui parle des 10. Je ne sais pas si tu connais cette abréviation. C'est pour désigner tout ce qui est trouble de l'apprentissage. Donc ça fait partie des handicaps cognitifs. Et donc il y a la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, la dyscalculie. Il y en a plein. Dysorthographie, j'en ai oublié pas mal. Et donc il m'a offert ce bouquin parce que eh bien, je suis concernée tout simplement puisque j'ai 2-10 reconnus. Et d'ailleurs, de par ces 10, j'ai une reconnaissance travailleuse handicapée. Ce qui ne change pas grand chose dans la pratique vu que je suis pas trop affectée par l'émission de mon poste, ça me pose pas trop de soucis. Mais je peux quand même bénéficier d'aménagements si j'en demande. Donc ce livre il est top parce qu'il traite de toutes les 10, de beaucoup de 10 qui sont connus. Et ce qui est top, c'est que ça ne parle pas que de la dyslexie. Moi c'est le reproche, c'est comme ça, mais c'est malheureux, il n'y a que les 10 liés au langage, donc au fait de parler, d'écrire, qui sont les plus courantes et dont on parle le plus. On parle très peu des autres 10 qui sont liés par exemple à la coordination des mouvements, à le fait de se repérer dans l'espace, aux chiffres, aux calculs, aux logiques mathématiques. Ça on en parle très peu. Et du coup là ça faisait plaisir de voir un livre qui aborde différents types de 10. Surtout que la plupart des 10 se cumulent. Donc souvent quand on en a une, on en a souvent au moins une autre ou plus. Et après il y a des vases communicants, c'est-à-dire que, ou un vase communicant, mais en fait tous les 10 partagent certaines difficultés. Et ces difficultés-là sont communes à tous les 10 globalement. Par exemple, tous les 10 ont une difficulté à réaliser des choses rapidement. Donc ils ont un problème de lenteur. Donc je te lis le résumé. Hop, je vais faire comme ça pour pas cacher trop la lumière. Quoique, c'est moi qui vois plus du coup. Quand on parle de trouble 10, les gens connaissent, ou du moins ils pensent connaître. Si tout le monde connaît le mot dyslexie, la réalité n'est que la gamme des troubles 10. La réalité est que la gamme des troubles 10 est bien plus large. Tout le monde n'est pas un peu dyslexique et les troubles 10 n'ont rien à voir avec une quelconque paresse ou une simple limitation au milieu scolaire. Alors, que deviennent les enfants 10 une fois adultes ?
mais c'est juste que, encore une fois, je trouve que ça prend beaucoup de place en fait. C'est celles qui sont les mieux reconnues, celles dont on parle le plus, et donc j'aurais aimé peut-être plus de place aux 10 dont on entend moins parler. Et l'autre chose, c'est que les petites histoires sont très très courtes, 1 ou 2 pages maximum, et des fois ça traite un petit peu le sujet trop en surface, mais bon, c'est la limite des BD aussi, hein. C'est qu'il y a moins de dialogue du coup. Voilà. Ensuite je continue avec tout ce qui est roman graphique. Oula, le tapping est un peu fort sur celui-ci. Là c'est un auteur coup de cœur parce que tous les ouvrages que j'ai lus qui sont écrits par Jérémy Moreau sont vraiment géniaux. Enfin moi j'aime trop ces bouquins. Alors déjà la couleur, est-ce qu'on en parle? C'est beau, c'est beau. C'est vraiment de très belles couleurs. Il a toujours à cœur des petits personnages très mignons comme ce petit crapaud Alite accoucheur. Et ça se voit que c'est un amoureux de la nature de manière générale, donc ça évidemment j'adore. Donc je te conseille particulièrement celui-ci, Alite, qui est vraiment très chouette pour se mettre à la place des animaux, et des animaux vis-à-vis de nos infrastructures humaines et notamment de nos routes. Donc c'est vraiment très très cool. Finalement ça parle de la mobilité des animaux vs la mobilité des humains. Voilà, je t'en dis pas plus. Et l'autre livre de Jérémy Moreau que je te conseille fort, c'est Alaska. C'est le premier que j'ai lu de lui. Et c'est un véritable coup de cœur. Je pense même que je préfère Alaska à Alite. Mais Alite, j'ai quand même adoré. Donc, le résumé. Tu es né dans l'eau. Tu avais une nageoire, puis des bâtons poussés. Un jour, tu es sorti de l'eau et tu t'es mis à marcher. Je suis un crapaud. Pas n'importe quel crapaud. Un crapaud Alite. Un crapaud accoucheur. Alite signifie qui ne peut être délié. C'est un très beau nom. Je vais te montrer quelques images parce que c'est vraiment très très beau. Et alors je te préviens, il y a très peu de texte, hein. Il y a beaucoup d'images où il y a, tu vois, il y a une bulle de texte. Donc en fait c'est vraiment immersif.
Donc c'est le livre culotté des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Pénélope Bagieux. C'était une année très féministe, tu vas me dire. Et oui. Donc ça a fait penser au livre que j'ai eu à Noël où en fait ça parle de femmes qui ont été connues. Enfin pas assez connues, mais des femmes qui auraient pu ou dû être beaucoup plus connues, mises en avant. Parce qu'elles ont fait des trucs de fou en fait dans l'histoire. Donc là c'est pour les remettre un petit peu en lumière. Je te lis le résumé. Rappeuse afghane ou astronaute, reine des bandits ou volcanologue, inventrice ou journaliste d'investigation, les culottés ne renoncent jamais. 15 nouveaux portraits de femmes qui ont bravé tous les obstacles pour mener la vie de leur choix. Donc c'est pareil, il y a des petites BD à chaque fois. Et donc c'est des BD par portrait. Donc tu as le portrait d'une femme et tu as sa vie résumée en BD. Et tu as de magnifiques illustrations à la fin de chaque biographie en quelque sorte. Je vais t'en montrer quelques-unes. Voilà, donc je te conseille vraiment ces petites histoires. Là pour le coup c'est vraiment très 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 accessible. D'ailleurs je conseillerais plutôt à toute personne qui a envie de se tourner vers le féminisme, etc., le droit des femmes, de commencer plutôt par ce type d'ouvrage qui est beaucoup plus accessible et traité avec humour, qui est traité aussi avec beaucoup de de dessins, de visuels. Il n'y a pas tant de texte, mais vraiment ça dit l'essentiel finalement. Donc on apprend des choses tout en se détendant et c'est vraiment, je te conseille quoi, tout simplement. D'ailleurs j'avais commencé des séries de vidéos lecture. Je vais pas forcément repris, mais je pourrais toujours faire la suite. Mais si dans les lectures il y a peut-être des passages ou des petites histoires que tu aimerais que je te lise, c'est possible. Par exemple, là-dedans, il y a vraiment beaucoup de petites histoires qui sont faciles à lire en vidéo. Donc c'est possible de t'en lire quelques-unes si tu le souhaites. Et il y avait plein de petites vaches. Voilà. Ensuite, ouais, tu vas voir, j'aime bien apprendre des trucs quand même dans mes lectures. J'ai rarement des lectures que divertissantes. Mais voilà, c'est parce que c'est mes goûts, hein, tout simplement. Mais comme je le disais dans la FAQ, j'aime bien j'aime bien les choses qui parlent de choses réelles, de trucs vrais, donc forcément c'est souvent des trucs où je peux apprendre des choses en même temps. Donc là c'est pareil, un roman graphique, une bande dessinée, Vertige, 10 ans d'enquête sur la crise écologique et climatique. Et c'est de la revue dessinée Casterman. La crise écologique et climatique est désormais sous nos yeux. Pourquoi a-t-on mis si longtemps à la voir? Peut-on encore préserver une planète vivable et comment s'y prendre? À quoi ressemblera le monde d'après? Faut-il déjà s'y préparer? Depuis 10 ans, des journalistes et des dessinateurs enquêtent, documentent et décrivent la crise majeure de notre époque sous tous ses angles. Leur travail, publié numéro après numéro dans la revue dessinée, est enfin réuni
le résumé est pas tant que ça. Enfin, j'aurais peut-être mis un autre résumé. J'aurais pas forcément résumé ça comme ça en tout cas. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des... Et c'est ça tout ce que j'ai... Enfin, c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. C'est qu'en fait, ils mettent en dessin, donc en bande dessinée, des histoires, mais c'est un peu comme Cache Investigation ou tous les reportages sur le front. En fait, c'est des reportages, des enquêtes réalisées par des journalistes sur le terrain qui montrent en fait que beaucoup d'industriels ou même l'État parfois étaient complices de certaines choses qui ont été cachées volontairement au public. Et donc en fait c'est des enquêtes là-dessus en fait. Donc c'est vraiment comme si tu regardais des petits feuilletons de Cache Investigation sur le front, mais en version dessinée et en version livre à propos de thématiques qui ont un lien avec la préservation de l'environnement et de la santé de manière plus globale. Et donc je l'ai tellement adoré cette bande dessinée là en 2025 que je l'ai offert à une stagiaire, une super stagiaire avec qui je me suis hyper bien entendue, qui a fait son stage à mon boulot. Et on s'est très très bien entendu et on avait notamment parlé de cette BD qu'elle n'avait pas lue et du coup je lui ai offert à la fin de son stage. Voilà, donc je recommande en cadeau, c'est vraiment cool aussi et ça rend très accessible aussi certaines thématiques, donc pour ça je te conseille. Je vais te dire un petit peu de quoi ça parle avec le sommaire. Alors ça parle par exemple toute l'enquête autour des algues vertes. Ça parle aussi du poison dans les Antilles, là où il y avait les cultures de bananes et là où il y a encore les cultures de bananes. Notamment. Donc par exemple, enquête publiée en juin 2021, le poison des Antilles. Un même modèle agricole, mais un tout autre poison pollue les sols de la Martinique et de la Guadeloupe. Dans ces deux départements français d'outre-mer, les plantations de bananiers ont pendant des décennies été cultivées à grand renfort d'un pesticide redoutablement efficace, le chlordécone. Il est dur à dire en plus. Chlordécone, un bon plan pour l'économie largement encouragé par les autorités publiques, mais un fléau pour la santé et l'environnement. Ce produit persiste pendant des siècles dans les sols polluant l'eau et les légumes qui y poussent. Entre cancer et maladies respiratoires, les habitants payent l'addition et ce pour encore des générations. Et ouais, en fait, pour résumer vite fait, le poison il a continué d'être autorisé par l'État français alors même qu'il était plus autorisable normalement. Il y a des petites illustrations vraiment sympas un peu partout. C'est une page qui est super belle aussi. Donc ouais, en plus ça passe bien parce que c'est vraiment très très imagé. Donc ça rend la lecture pas trop lourde. Et ensuite le dernier bouquin que j'ai lu, c'est pas fait exprès mais c'est le dernier que j'ai mis en bas de la pile et c'est le dernier que j'ai lu. Ce sont les arrêts illustrés by les darons, les barons du droit, le meilleur du droit, Henrik Édition.
sent la meuf qui a fait des études de droit. Mais écoutez, c'est très bien, je vous conseille, surtout si vous avez... enfin, encore plus même si vous n'avez pas fait de droit, parce que justement c'est une façon de rendre très très accessible le droit. Et c'est un petit peu le seul truc que j'avais trouvé intéressant au droit, c'est toutes les questions d'éthique et de comment on peut régler une affaire judiciaire. Donc c'est hyper chouette. Donc les juridictions, elles sont représentées par des petits personnages. Donc on a que je les trouve. On a Monsieur Conseil d'État, Madame Cassation, Madame de Cassation, Monsieur Tribunal des conflits, les jumeaux Damoiselle CJUE et Damoiseau CEDH et Monsieur Conseil constitutionnel. Donc voilà, ça fait des petits personnages comme ça. Donc c'est sympa. Et après, après il y a un arrêt. Donc souvent c'est des arrêts assez connus et ça t'explique le contexte de pourquoi la décision elle a été prise comme ça finalement. Et pourquoi ça a marqué ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc c'est la conclusion d'une affaire. Et du coup cette conclusion là elle reste dans les archives. Et du coup on peut s'appuyer sur cette décision là dans les années à venir ou pas. En cas de situation similaire, on pourra regarder quelle décision avait été rendue dans une situation similaire. Je sais pas si c'est mieux expliqué, mais voilà. Donc, et des fois, il y a des trucs qui nous énervent un peu parce qu'on n'est pas forcément d'accord, quoi. Par exemple, arrêt Dame Ménard de la cour d'Amiens, 22 avril 1898. C'est pas mal aussi parce que c'est un peu d'époque certains arrêts, donc ça permet de, pour le côté un peu historique, de se replonger dans le passé. Même sans le sou. Ah ouais, tu vas peut-être pas comprendre si je te le lis, mais en fait, du coup on voit une dame qui rentre dans une boulangerie avec un petit bébé dans ses bras. Et en fait elle attend que le vendeur soit retourné de dos. Parce qu'elle fout dans son porte-monnaie, elle a pas assez de sous pour payer. Et du coup, elle vole un pain. Voilà. Donc le boulanger crie au voleur. Elle est arrêtée. Et du coup, elle est convoquée devant le juge. Et du coup, elle explique cette dame que elle avait vraiment pas d'argent et que il faut qu'elle nourrisse son bébé absolument, enfin son petit. Et elle, donc voilà, elle explique ça au juge. Qu'elle n'avait pas mangé, rien mangé depuis 2 jours. Le juge Magnot fit alors une chose à laquelle personne ne s'attendait. Je prononce la relaxe de Madame Louise Ménard ici présente, eut égard à l'état d'absolue nécessité dans laquelle elle se trouvait au moment de l'infraction. Merci, monsieur le juge. Grâce à cette pièce de 5 francs, nous allons enfin pouvoir payer pour le pain volé. Fait divers, cette décision fit... J'arrive plus à lire. Je suis trop loin. Cette décision fit grand bruit et valut au juge Magnot, connu pour ses décisions en équité, d'être surnommé le bon juge par Georges Clemenceau. Elle posa également les jalons de ce qui deviendra l'état de nécessité, article 122-7 du code pénal, et qui pour être invoqué nécessite l'existence d'un danger, la réalisation de l'infraction et l'absence de faute antérieure. Donc vous voyez, ça parle de thématiques diverses. Et je trouve ça assez chouette.
intéressant, enfin ça soulève des questions intéressantes. Arrêt Perdereau, Cour de cassation 16 janvier 1986. Donc en fait, t'as deux hommes qui se battent et il y en a un qui finit par tuer l'autre. Voilà. Notamment pour des questions d'argent. Voilà. Et d'amour apparemment. Donc un des deux hommes est tué. Et deux autres gars dans la même nuit, deux autres hommes dans la même nuit, arrivent dans la maison de la victime en ne sachant pas que l'homme qu'ils recherchent est déjà mort. Et en fait, ils sont sous et ils ont pour projet de tuer cet homme-là aussi, enfin en tout cas de vraiment le taper. Donc ils arrivent chez cet homme déjà mort, mais en fait ils ne s'en rendent pas compte. Et en fait ils le frappent. Les deux compères furent rattrapés par la justice. Et ils sont poursuivis pour meurtre et l'autre pour tentative de meurtre. Et la défense de ce cas-là, c'est de dire même si ce que j'ai fait n'était pas bien, on ne peut pas m'accuser d'avoir voulu tuer une personne déjà morte. Ce à quoi le juge répond a priori oui, on ne peut pas. Sauf que l'affaire va jusqu'à la Cour de cassation. Et la Cour de casse tranche en disant s'il est impossible de tuer un cadavre, cette circonstance était indépendante de votre volonté. Votre agissement s'apparente donc bien à une tentative d'homicide involontaire. Votre agissement s'apparente donc bien à une tentative d'homicide volontaire. Donc voilà, ça pose vraiment plein de questions éthiques et de société très intéressantes. Donc je te conseille, et je vais te lire le résumé et puis ce sera tout pour ce soir. Ces personnages, connaissez-vous les barons du droit? Ces personnages hauts en couleur, mis en image par plusieurs dessinateurs, vont vous entraîner dans les coulisses des tribunaux et cours de justice. Ils vous feront découvrir ou redécouvrir ce qui fait le cauchemar de nombreux étudiants en droit, les arrêts, ces décisions de justice aux noms extravagants, derrière lesquels se cachent souvent de folles histoires. Les fameux arrêts Blanco, Perruche, Dame Dole et Laurent, Époux Barbier, Benjamin, Koh-Lanta ou encore Morsan-sur-Orge n'auront plus de secret pour vous. Mais n'ayez crainte, les barons sont pliés en quatre pour vous accompagner dans un tourbillon judiciaire à la fois drôle et rafraîchissant. Et la créatrice du projet, lors d'un cours de droit administratif, Astrid Bouillet imagine pour la première fois le projet des arrêts illustrés. Elle est alors étudiante en deuxième année de droit à l'université Toulouse 1 Capitole. Elle commence par la création d'une page Facebook, les arrêts illustrés, avant de fonder l'association en début de master 1. Aujourd'hui, après avoir achevé son master 2 de droit notarial à l'université Paris-Dauphine, elle poursuit un deuxième master en entrepreneuriat et innovation dans la même université. Donc, voilà pour tout ce que j'ai lu en 2025. J'en ai peut-être oublié, mais je crois pas. J'ai essayé de chercher un peu dans mes bibliothèques ce que j'avais lu de mémoire cette année. Ce que je note pas, ce que je lis. Je devrais peut-être, mais bon, déjà je lis, c'est bien. Je vais pas me mettre la pression non plus pour tout noter. Mais c'est vrai que ça pourrait, dans l'absolu, être bien de noter ce que je lis. Donc effectivement, peut-être que je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle en tout cas que j'ai lu ces livres-là. Voilà, donc n'hésite pas à me dire toi si tu lis un livre en ce moment et ce que tu lis, peut-être ce que tu as lu cette année, ce que tu lis, et puis voilà, ton rapport à la lecture, ça m'intéresse beaucoup. Et sur ce, je te souhaite une